Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'automobile dans tous ses états, dont le titre est aujourd'hui « L'utilitaire est-il toujours utile ?» Comme souvent en ce moment, en ce qui concerne l'automobile, les habitudes de consommation et les politiques routières se heurtent de plein fouet. Pour preuve, des enseignes de plus en plus nombreuses qui proposent des livraisons dans les 2 heures suivant la commande et des politiques nationales, régionales ou municipales qui interdisent ou restreignent l'accès des centres-villes aux utilitaires. D'où le titre de cette émission, « L'utilitaire est-il toujours utile ?» à laquelle ont accepté de participer les invités suivants. Stéphane Lévesque est directeur de l'Union routière de France et à ce titre nous donnera les derniers chiffres du transport en France. Jérôme Guay est rédacteur en chef de Tous les utilitaires magazine et il nous dira tout ce qui se fait ou pas en la matière. David Bocher est directeur de l'innovation du fabricant Gruau, un leader européen de l'utilitaire, et il nous dira quelles solutions ils ont mis en place, et il y en a quelques-unes de très bonne qualité. Enfin, Guillaume Moreau est directeur général adjoint et commerce d'ALD Automotive, le premier financeur français d'utilitaire. Et pour commencer ce débat, je me tourne vers vous, Stéphane Lévesque, pour que vous nous donniez quelques chiffres, justement, en ce qui concerne le transport de marchandises et les utilitaires. Alors, merci. Déjà, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est souvent utilitaire, on résume ça au poids lourd. Alors qu'en termes de catégorie automobile, ce qui est très important, il y a les poids lourds, les véhicules industriels, et surtout les utilitaires, les véhicules utilitaires légers, comme et là dans les quelques chiffres que je vais vous donner, c'est un des phénomènes importants, et notamment, comme vous l'avez mentionné, par rapport à la politique d'aménagement et politique des transports en milieu urbain, c'est un des éléments qui pose problème, mais qui répond à une véritable demande. Alors déjà, pour cerner un petit peu le problème et la question, le parc en France, en 2015, les véhicules industriels, c'est-à-dire les camions, les tracteurs, les semi-remorques, les remorques. La différence, c'est au-delà de 7,5 tonnes, je crois. 3,5 tonnes. Au-delà de 3,5 tonnes. On est en VUL en dessous de 3,5 tonnes et au-dessus. Et après, il y a une deuxième subdivision, moins de 7,5 tonnes, entre 3,5 tonnes. Voilà, c'est à l'intérieur des véhicules industriels. Mais donc les plus de 3,5 tonnes, donc les véhicules industriels, le parc français à la fin 2015 était de 548 000 véhicules. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, il y a eu une baisse de près de 3% au cours des 10 dernières années. Concernant les utilitaires légers, là le parc français est de l'ordre de 6 millions d'unités et par contre là on a une progression au cours des 10 dernières années de plus 8%. Petite parenthèse aussi. Si je puis me permettre de vous interrompre, moi j'ai un chiffre ici qui dit qu'en Europe, la hausse du marché des véhicules utilitaires est de 35,2% et que ça fait à peu près 36 mois consécutifs que ça monte. En Europe. Hein. Oui. Absolument. Et la France était leader européen et vient d'être détrônée par l'Allemagne, je crois. Voilà, alors là ce que j'évoquais, c'était le parc. On peut regarder aussi les immatriculations, mais dernière chose sur le parc, je mentionne, et ça on reviendra peut-être au cours de notre discussion, 95% du parc des utilitaires légers sont des motorisations diesel. Les véhicules industriels, bien évidemment, puisque le moteur diesel, dès l'origine, était le moteur du véhicule industriel. Alors, pardon de vous interrompre à nouveau, mais le paysage va changer avec ce qui vient d'être voté sur le fait qu'au niveau de la fiscalité, les entreprises puissent désormais récupérer, je crois, 80% de la TVA sur les véhicules essence. C'est une révolution dans le paysage. Alors ça, on en reparlera, mais bon, concernant les plus de 3,5 tonnes, c'est-à-dire les véhicules industriels, ils vont rester au diesel, alors soit avec d'autres énergies alternatives, mais ils ne passeront pas à l'essence. Ceux-là ne sont pas concernés. Par contre, effectivement, sur les utilitaires légers, là, vraisemblablement, il risque d'y avoir quelques changements, mais ça va se faire vraisemblablement de manière progressive. Mais là aussi, on y reviendra. Concernant les immatriculations, donc en 2015, en termes de l'ensemble des véhicules industriels, c'est 67 000. Si on se focalise uniquement sur les véhicules moteurs, c'est-à-dire les camions et les tracteurs, là on est un marché d'un peu moins de 40 000, enfin aux alentours de 39 000 l'année dernière. Concernant les utilitaires légers, en immatriculation de véhicules neufs l'année dernière, 310 000 véhicules. Donc là aussi, on voit bien, il y a eu une augmentation correspondant à une demande. Aussi, ce qui est important de mentionner, puisqu'on reviendra sur les questions de nuisance, environnement, pollution, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que les véhicules de plus de 3,5 tonnes,
ont un contrôle technique obligatoire annuel. Annuel, absolument. Et, alors c'est pas l'objet, les autocars, c'est tous les 6 mois. Contrairement à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qui fait du 4-2-2, donc avant la 4e année et ensuite tous les 2 ans. Voilà. Autre élément pour notre discussion, en termes de circulation, parce qu'il ne suffit pas de regarder le stock de véhicules, mais en termes de circulation, et c'est ce que nos concitoyens voient sur les routes. La part des véhicules industriels dans la circulation globale, c'est 4,5. Les utilitaires légers, c'est 16,7. Également, ce qui est intéressant de noter, c'est que, on va le voir, c'est la partie des véhicules étrangers, des camions étrangers. Vous voulez dire ceux qui traversent la France? Qui traversent la France ou qui viennent livrer ou enlever des marchandises. Faire ce qu'on appelle joliment du cabotage. Il y a cet aspect-là. Tout et n'importe quoi. Oui. Voilà. Alors également, autre élément, sur le trafic des poids lourds sur autoroute, les poids lourds représentent 4,6 de l'ensemble de la circulation sur les autoroutes concédées. Je pense, excusez-moi de vous interrompre. Non, mais je ne vais peut-être pas vous abreuver de chiffres, mais on aura l'occasion, au cours de notre discussion, de revenir sur des questions de sécurité, pollution, éventuellement. C'est clair. Jérôme, j'ai vu que vous vouliez intervenir, réagir un petit peu. Rebondir sur ce qui se disait. N'hésitez pas à coller le micro pour qu'on vous entende bien. Oui, rebondir sur ce qui se disait en termes de motorisation sur les véhicules utilitaires légers. Effectivement, c'est globalement du diesel aujourd'hui, très majoritairement, 95%. Ce qu'on se rend compte depuis quelques mois, quelques années, c'est que les constructeurs commencent à proposer des motorisations à essence sur les fourgonnettes, donc sur les plus petits des véhicules utilitaires légers, que ce soit Mercedes, Renault ou Ford. Et ça, c'est une révolution. Une révolution, peut-être pas, mais disons que c'est un signe. Mais alors, est-ce que c'est pas, là je parle sous le contrôle de David Bocher, puisque c'est le directeur de l'innovation chez Gruau, est-ce que ça, c'est pas comme on l'a vu en voiture, les citadines, les petites diesels, ça coûtait 2000 à 2500 euros pour les dépolluer, il est passé en norme Euro 6. Et donc, on a vu l'avènement des 2 cylindres, des 3 cylindres essence, 900 ou 1000 cm3. Est-ce que c'est pas la même chose, le fait qu'on bascule un petit peu vers l'essence? Il y a un peu une tendance de ce type-là, parce qu'effectivement, les nouvelles normes Euro 6 engendrent beaucoup de contraintes techniques. C'est clair, des réservoirs, de l'AdBlue, des réservoirs urés, la réduction catalytique. Exactement. Et donc, beaucoup de professionnels se retournent vers l'essence. Donc c'est effectivement une tendance qui arrive, et avec d'autres motorisations aussi alternatives qui pointent leur nez, qui sont anecdotiques, mais qui vont arriver, électriques, hybrides. Et puis une très très belle solution qu'on évoquera plus tard chez vous, que moi je trouve magnifique, je l'ai vu, je trouve ça extraordinaire. Monsieur Moreau, en tant que plus gros financeur français de véhicules utilitaires légers, vous avez anticipé cette tendance d'ores et déjà? Alors, on essaye d'anticiper cette tendance. Moi, j'ajouterai simplement aux éléments qui viennent d'être formulés que l'émergence du moteur électrique, c'est une tendance assez soutenue sur le monde. Tendance forte auprès de vos clients. Auprès de nos clients, vous avez sur les véhicules demande utilitaires. Alors, on a une demande qui se développe, une grosse demande, je ne sais pas. Et le TCO, je pense que le TCO va être à suivre de près. Le TCO, le Total Cost of Ownership, le coût d'obtention. Le coût de possession global, pour ceux qui ne sont pas... Entre les incitations fiscales et le coût d'entretien dont on estime, et ce sont des conclusions qui sont maintenant validées depuis plusieurs années, notamment avec l'expérience du parc de la Poste, le coût d'entretien d'un véhicule électrique, on considère qu'il est 3 à 4 fois inférieur au coût d'entretien d'un véhicule thermique. C'est quand même colossal. On est d'accord jusqu'au moment où il faut changer le rack de batterie. Oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais tous ceux qui vendent de l'électrique, le rack de batterie, il est en location. Bien sûr. Et tant que l'électricité n'est pas chère. On paye en France. Oui, pour l'instant. Mais le jour où ça va monter en flèche, on peut faire confiance à nos gouvernants. Ce que je peux vous dire sur la batterie, c'est qu'on a des clients qui expérimentent le véhicule électrique sur l'utilitaire, et depuis des années, je pense notamment à la Poste, mais pas que. Et on a un transporteur dans la région parisienne. Et il y a une fiabilité qui est assez exceptionnelle, en tout cas à ce jour, sur ces motorisations électriques et sur les batteries. Oui, mais on est bien d'accord, David. Il y a un certain nombre de cycles, c'est-à-dire recharge complète, décharge complète.
Et malheureusement, enfin aujourd'hui, tant qu'on n'a pas une rupture technologique, des nanotechnologies ou des choses comme ça, ça vient fort quand même, les évolutions sur les batteries. Oui, le Massachusetts Institute of Technology avait parlé de micro-rouleaux de capteurs de la taille, enfin de carbone de la taille d'un cheveu, mais on n'en est pas encore là. Mais c'est quoi? C'est 3000 cycles aujourd'hui, un rack de batterie? Oui, c'est à peu près ça, ouais. Et puis nous, alors ce qu'on fait, c'est qu'on garantit, en fait, pour amortir un véhicule électrique, il faut l'amortir sur au moins 5 ans. Oui. Donc on garantit un certain nombre de cycles pour que le professionnel puisse l'amortir sur 5 ans. D'accord, c'est-à-dire que quelqu'un qui achète ce dont on parlera tout à l'heure, votre solution électrique Electron 2, vous lui garantissez que son rack de batterie lui fera 5 ans, ou sinon vous prenez en charge le remplacement. C'est ça, et un certain nombre de cycles associés, bien sûr. D'accord. Ce qui est intéressant dans ce que Gruau propose, c'est que ça concerne des fourgons. Et pas seulement des fourgonnettes. Exact. Les constructeurs ont proposé les fourgonnettes, mais ce segment de fourgon n'était pas couvert. La percée de l'électrique, je parle sous contrôle, mais la percée de l'électrique, c'est plutôt dans la fourgonnette, c'est grâce à Renault notamment, et son Kangoo. On a Kangoo Z2. Voilà, et jusqu'à présent, les tentatives faites par les constructeurs de véhicules utilitaires plus gros, fonctionnant 100% à l'électricité, se sont soldés par des échecs. Donc c'est très intéressant. Gruau, vous arrivez avec une formule qui est différente. On est à l'écoute des demandes de nos clients, et effectivement c'était cette demande d'avoir un porteur relativement gros, un volume conséquent, on parle de 22 mètres cubes, une charge utile de l'ordre de 1,4 tonne, et c'est ce que les gens cherchent en fait, une capacité d'emport pour accéder au centre urbain. Parce que c'était ça aussi l'un des hiatus de l'électricité, ça l'est toujours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en équivalence poids énergie transportée, je veux dire avec 50 kg de diesel, bon an, mal an, vous faites 800 km, 700-800 km, avec 40 kg de batterie, vous faites, si tout va bien, 2-3 km. Donc, oui, mais les parcours urbains sont pas avec un nombre de kilomètres très élevé. On parle souvent de 90 km. Quand même, vous serez bien d'accord avec moi, avec 40 ou 50 kg de batterie, vous n'allez pas très loin. Bien sûr. Bien sûr. Donc, dans votre solution électrique, vous emmenez combien? Ça pèse combien votre rack de batterie? En poids, vous voulez dire? Oui. En masse? Alors, ça pèse de l'ordre de 200 kg à peu près. C'est de la charge utile en moins. Mais d'un autre côté, le mode spécificité française qui vous permet de la déduire, et donc on sauvegarde la charge utile en fait du véhicule d'origine. Parce qu'en fait vous remplacez tout le groupe motopropulseur traditionnel par donc on allège quand même, électrique. Parce qu'un moteur électrique est plus léger qu'un moteur diesel. Et ce que je vais faire pendant qu'on parle, je vais demander à la régie s'ils veulent bien envoyer. Je voulais la garder pour un petit peu plus tard. La vidéo sur justement votre solution Electron 2. Donc on continue à parler. Puis dès que c'est prêt, ils vont nous l'envoyer. Alors je veux bien, on me dit en régie que c'est prêt, donc on peut l'envoyer quand on veut. C'est une solution que je trouve véritablement exemplaire à plus d'un titre, parce que je crois qu'elle s'adapte sur une douzaine de modèles. Il y a 7-8 marques confondues. Elle a été conçue pour être suffisamment compacte et pouvoir en fait électrifier des véhicules utilitaires, plutôt fourgons lourds effectivement. Et donc on a imaginé. On est dans quoi? Dans du trafic, du master? Alors pour l'instant, on est sur du Fiat Ducato, et puis effectivement, elle est suffisamment compacte pour s'adapter sur d'autres modèles. Ford Transit, etc. Enfin, je crois qu'au total, c'est 7-8 marques. Potentiel, oui. Et donc effectivement, alors, on l'a pensé effectivement compact pour s'adapter à différentes silhouettes, mais on l'a pensé aussi flexible parce que comme vous l'évoquiez, ce qui est cher dans un véhicule électrique, c'est la batterie. C'est clair. Et les usages sont vraiment radicalement différents. Entre quelqu'un qui va faire de la livraison frigorifique avec un groupe frigorifique qui va consommer beaucoup d'énergie. Oui, puis vous avez une solution là, vous avez des tri-températures. Parce que vous vous occupez pas simplement du moteur, vous vous occupez de tout le reste de l'aménagement. Ça, c'est le métier historique de Gruau. Ça fait plus de 125 ans qu'on fait ça, donc effectivement. Vu de l'extérieur, et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, ça va tout de suite tilter chez eux. Vous êtes surtout connus en France pour véhicules de gendarmerie, de douane, de police, de détention pénitentiaire, etc. On ne fait pas que ça. Mais non, je sais bien, mais dans l'œil du grand public, il est clair que ça parle. Désormais, quand ils en verront un, ils diront tiens, je sais que c'est Gruau qui les fabrique. Donc notre spécialité, effectivement, c'est d'adapter des véhicules utilitaires aux besoins des professionnels. Donc c'est effectivement ce que connaît le grand public, c'est bien sûr les véhicules de sécurité. Ça peut être aussi les ambulances, ambulances blanches, ambulances rouges, véhicules de maçons, etc. Et on peut aller jusqu'à une électrification de véhicules. Voilà, et puis en plus, alors on va faire un petit cocorico.
c'est une entreprise qui a un siècle et demi. C'est une entreprise 100% familiale. Je crois que c'était les arrière-grands-parents, plus les grands-parents et tout. Et aujourd'hui, c'est Patrick Gruot qui, depuis 30 ans, je crois, préside la société. Et c'est lui qui a pris le virage de la transformation vers le tout utilitaire de la société il y a plus d'une vingtaine d'années, je crois. Et l'électrique est une grande conviction chez lui. Et c'est lui qui a donné cette orientation il y a plus de 20 ans maintenant chez Gruot sur l'électrique. Donc ça fait quelques années qu'on a de l'expérience sur ces véhicules électriques. On a commencé par un minibus, on va dire le microbus, qui a été par suite repris par Bolloré. Et puis on a transposé cette expérience du véhicule électrique sur le transport en commun de personnes sur le véhicule utilitaire. Et ce qui a donné cette solution qu'on appelle Electron 2. D'accord. Jérôme, vous vouliez réagir là-dessus? Non, juste effectivement, on se souvient. Je voyais vous agiter. Donc, je voyais vous agiter. Certains se souviennent qu'effectivement, les premiers petits bus électriques qu'on voyait dans certains centres-villes étaient... il y en a à Montmartre, il y en a à Levallois ou des choses comme ça. Surtout à Montmartre, c'était dur parce que dans la descente, on recharge, mais il faut arriver au sommet. Monsieur l'évêque. Oui, à l'état de discussion, ce qui est intéressant, c'est de voir que justement l'utilité de l'utilitaire, c'est que l'utilitaire, c'est pas une masse informe, mais c'est-à-dire il y a une multitude d'usages et de types de marchandises, c'est ça qui est important d'intégrer, et notamment au travers des chiffres, les marchandises transportées, contrairement à l'idée reçue, c'est qu'en fait l'immense majorité des masses de marchandises transportées sont transportées sur des courtes distances. Oui. En fait, pour le 57% sur moins de 50 km. Absolument. Oui. Donc par exemple, en 2015, la distance moyenne parcourue en compte d'autrui, c'est-à-dire des gens qui vendent des prestations de transport, c'était de 116 km. Et pour compte propre, c'est-à-dire des gens qui transportent des marchandises pour eux-mêmes, artisans ou entre des sites industriels, c'était que 40 km. Ouais. Donc effectivement, il y a des marchandises qui font des milliers de kilomètres à travers l'Europe, ça existe. Mais ce n'est pas l'immense majorité, ce n'est pas le modèle économique. Alors certes, il y a des marchandises qui changent de véhicule avec des systèmes de plateforme, mais les transports sont sur des segments en moyenne assez faibles. Oui. Alors on va pas se livrer à une bataille de chiffres, mais moi j'en ai compulsé quelques-uns. 99% de nos besoins quotidiens sont transportés par les professionnels de la route. 89 kilos de produits sont transportés par la route chaque jour et pour chaque personne en France. Oui. Donc il est vrai qu'après l'aspect politique, quand on voit d'un côté des transporteurs, des fabricants comme Gruot qui essayent de trouver des solutions et qu'on voit de l'autre côté la coercition avec des politiques régionales, des politiques nationales, des politiques municipales qui disent vous avez le droit de livrer 2 heures par nuit et encore il ne faut pas que ça dépasse 80 décibels et vous ne pouvez pas vous garer à n'importe quel endroit. Je crois qu'à Paris il n'y a que 9000 places de livraison, alors qu'on est à quelque chose, oui c'est ça, chaque année 31,5 millions de tonnes de fret sont générées par la logistique de la ville de Paris. Donc on interdit, ça devient coercitif et puis c'est au monde du transport de se débrouiller. Jérôme. Les politiques raisonnent en global en fait, ils parlent du transport au global alors que ce qu'on disait, le transport, sous le terme transport, il y a une multiplicité en fait de types de transport et c'est ça le problème aussi, c'est que c'est très difficile de raisonner au global. Oui, mais enfin moi on m'a toujours dit gouverner c'est prévoir, donc je pensais que les politiques avaient une vision à quelques années et puis en matière de transport et surtout ça on s'aperçoit qu'il y a un souci. Vous vouliez réagir, je vous donne la parole juste après. Non, ce que je voulais dire sur le transport et la ville, c'est qu'on sent aussi émerger un schéma qui pourrait faire que le transport se fait dans les périphéries des grandes villes, sur des grandes plateformes logistiques. Oui. Et après, pour aller en hypercentre, on pourrait utiliser des systèmes de plus petits véhicules utilitaires avec des énergies dites plus propres comme l'électrique. Sauf qu'à contrario, tous les 3 ans, la plupart des centres logistiques des grandes villes reculent d'1 kilomètre. Donc là déjà ça va pas. Et puis j'en parlais tout à l'heure, on a une espèce de schizophrénie entre le consommateur quelque part, c'est normal parce qu'on l'a mal habitué. Une chaîne de grands magasins avec 4 lettres, un F et un C, un F au début, un C à la fin, vous dit si vous commandez en ligne sur notre site, vous êtes livré chez vous 2 heures plus tard.
Sur l'habitude de consommation, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais ça veut dire derrière, ça veut dire quoi? Une multiplicité de livraisons du dernier kilomètre. Alors, on a des gens comme Star Service qui ont acheté une entreprise qui s'appelle La Petite Reine, avec des tricycles électriques, et effectivement, on fait le dernier kilomètre. Mais les plateformes logistiques dont on parlait, un 40 tonnes ou un 44 tonnes que vous déchargez, il vous faut en moyenne 8 camionnettes, 8 camionnettes pour transporter ça. Si je peux intervenir, effectivement, si on raisonne comme ça, effectivement, ça multiplie le nombre de véhicules utilitaires dans la ville et ça pose des tas de problématiques. Ça augmente le coût. Ça augmente le coût. Il y a de la rupture de charge. C'est beaucoup plus de gens qui travaillent. En plus, on est dans le retour gratuit aujourd'hui. Donc, il y a des solutions qui existent. Par exemple. Vous en avez? Dites-les-nous. Donnez-les-nous. Donnez-les-nous. On attend. J'ai pas de solution magique, mais on y travaille. La connectivité des véhicules doit pouvoir apporter quelque chose. Typiquement, tout le monde en rêve en tout cas. Ça va venir. Il y a des véhicules qui rentrent dans les villes. Ah, on a un scoop. Il y a des véhicules qui rentrent dans la ville, ils livrent des colis. Ils repartent à vide. Et inversement, quand vous faites un retour de colis, il y a des véhicules vides qui viennent dans la ville et qui repartent à plein. Alors ça serait un peu intelligent de globaliser tout ça. Il y a des initiatives en ce domaine, je ne veux pas leur faire de la pub, mais c'est vrai. Star Service et puis la marque préférée de George Clooney, What Else, font ça, c'est-à-dire qu'on vient livrer des capsules et on vous reprend les anciennes qui vont être recyclées. Donc on repart jamais à vide. Et là c'est pareil, on vous prend du rendez-vous, c'est-à-dire moi j'aimerais bien que ça soit entre 14 et 16 heures. Et entre 14 et 16 heures, on vient chercher. Donc il y a effectivement des solutions. Oui. Le tricycle électrique, pourquoi pas? Je ne pense pas que c'est la solution. Ça soit dans l'hypercentre, ça peut avoir du sens. De même que les drones que nous promet Amazon pour aller livrer une paire de chaussures. C'est le fantasme des drones. Oui, il y a encore quelques obstacles. C'est comme la voiture volante à l'époque. Au niveau de votre clientèle, vous avez vu ces demandes, elles remontent. Alors, on va, j'imagine, en parler ultérieurement, mais le véhicule utilitaire, ça n'est pas que le transport de marchandises. Enfin, vous le savez tous. Très bien, c'est aussi le transport de personnes, le transport de ce qu'on appelle TPMR, transport de personnes à mobilité réduite, qui représente un marché très important en France avec des sociétés spécialisées, mais aussi un monde associatif qui est très très consommateur de parcs automobiles, de véhicules utilitaires et de véhicules transformés pour gérer des personnes handicapées, disons le mot. Ça représente en gros quelle part de votre clientèle, ça? Écoutez, le marché du véhicule utilitaire dans le monde ALD automotive en France, qui représente un parc de 450 000 véhicules gérés, c'est plus de 25% de notre portefeuille de contrats. Donc c'est un marché à la fois en évolution et un marché qui est important pour nous. Alors sachant que nous, effectivement, on est une entreprise orientée prestation de services, au-delà du simple financement du véhicule utilitaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez en plus? Et qu'on attache beaucoup d'importance à prendre soin de la personne qui est au volant du véhicule utilitaire et de lui faire gagner du temps et d'être là. De la pénibilité, c'est-à-dire qu'on a lancé notamment récemment une application qui s'appelle MyALD et qui permet au conducteur d'avoir pendant ses journées de travail une vie facilitée. C'est là où il peut prendre rendez-vous en ligne pour une révision ou pour un changement de pneumatique, à la mode Doctolib par exemple. Et puis il va trouver dans son appli l'ensemble de ses documents numérisés. Il a un accident, il remplit son constat sur son application. Il a son permis de conduire qui est numérisé. Enfin, voilà, on facilite. C'est vous qui vous en occupez de ça ou c'est lui à travers l'appli qui fait ça? Non, c'est nous qui proposons ce service. C'est nous qui proposons ce service au client, sachant qu'il peut le faire s'il le souhaite. Vous êtes en train de vous faire une belle base de données alors? On est en train de se faire une belle base de données. Vous êtes soumis à la CNIL de toute façon. Bien sûr. Donc, y a pas, vous voyez, ça c'est typiquement les solutions qu'on évoquait. Le véhicule connecté peut contribuer à ce type d'application. Il y a la géolocalisation, la meilleure tournée possible, et puis GPS la remontée de défaillance éventuelle, voilà, le taux de charge de la batterie, entretien prédictif, effectivement. Donc notre véhicule électron est connecté et peut répondre à Monsieur l'évêque. Oui, on évoque les possibilités et qui sont certainement immenses en matière de développement de la connectivité. Donc il y a ce qui vient d'être évoqué. C'est en tout cas très à la mode et c'est le rêve. Concernant le véhicule, mais là aussi vous évoquiez tout à l'heure les emplacements de stationnement qui sont en accès libre. Et ce qui est surprenant, c'est que, alors après, il faut certainement voir du point de vue juridique la faisabilité, peut-être des aménagements de voirie à faire, mais on pourrait imaginer des emplacements de voirie qui soient vraiment réservés, donc c'est-à-dire où il y a un obstacle physique,
et lorsque le conducteur arrive, à réserver le créneau de déchargement et donc puisse accéder, donc sera sûr, parce que là aussi, en termes de pénibilité pour le conducteur-livreur, enfin, et le stress qu'il peut avoir dans les embouteillages, donc là aussi, je pense qu'il y a des perspectives, mais là, c'est plus uniquement les entreprises ou les financeurs qui peuvent le faire, c'est le rôle aussi des acteurs publics sur ce plan-là. Ça va prendre un peu de temps, me semble. Oui, voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Malheureusement, aujourd'hui, un petit peu comme pour l'automobile, on a l'impression d'être dans du tout coercitif. C'est-à-dire, moi j'interdis, le législateur, les pouvoirs publics disent moi j'interdis, à vous de vous débrouiller pour trouver les solutions. J'étais en train de chercher le chiffre pendant que vous parliez, je ne le retrouve pas, je vais essayer de le citer de mémoire. A priori, au niveau des livraisons parisiennes, plus de 25% des livraisons se font en infraction, aussi bien en temps qu'en emplacement, qu'en horaire. Parce que ceux qui font ce métier-là ne peuvent pas faire autrement. Et puis parce que quand vous avez les places de livraison qui étaient prévues, qui sont occupées, que le magasin que vous devez livrer ou l'entreprise que vous devez livrer est à 50 mètres de là, si vous vous garez pas pile devant, mais dans la place qui est disponible 50 mètres plus loin, à la fin de vos 8 heures de travail, vous avez fait 6 km de plus, vous vous êtes cassé 20 fois plus le dos. Donc quelque part, c'est humain. Et là, on parle des livraisons, mais mettez-vous à la place des conducteurs de petits véhicules utilitaires qui viennent intervenir pour des opérations de maintenance, des artisans, de SAV, réparer un ascenseur qui est bloqué, ils n'ont aucune possibilité venir désincarcérer une personne d'un ascenseur, par effectivement, exemple, bien sûr. Vous avez raison, on parle beaucoup de la problématique du dernier kilomètre, mais c'est la problématique du dernier mètre. Nous, on a travaillé sur des véhicules de livraison à domicile. La problématique était bien sûr de livrer au pied de l'immeuble, mais également de livrer les denrées au 7e étage, sans ascenseur. C'est clair. Et c'est bien la même personne qui porte tout ça. Elle pouvait porter jusqu'à 3 tonnes de marchandises par jour. On a proposé un aménagement intérieur qui a permis de réduire ça de moitié à peu près. Donc avec notre solution, il porte la moitié, 1 tonne 5. Si je me souviens bien, il y avait une porte latérale spécifique. Tout un système de rotation de caisses qui permettait d'accéder aux caisses à l'arrière et un chargement direct des quais. Effectivement, il y a des solutions qui peuvent exister quand même. C'est clair. Alors, on en discutait tout à l'heure, Jérôme. Vous me disiez que, en fait, au niveau architecture, alors effectivement, David Bocher et ce que fait Gruau vient contrebalancer ça, mais qu'au niveau architecture sur les utilitaires, depuis 30-40 ans, il ne s'était pas fait grand-chose. Ça n'avait pas beaucoup évolué. Justement, c'est pour ça que la solution Gruau est intéressante, puisqu'a priori, le marché et la transformation du monde de la livraison avec l'arrivée évidemment des sociétés Internet vont probablement obliger les constructeurs, les grands constructeurs, à peut-être revoir la conception. C'est une certitude. Revoir la conception de leurs véhicules, parce que quand on regarde aujourd'hui un fourgon classique avec son plancher plat, sa porte coulissante, ses portes battantes arrière et son moteur à l'avant, ça n'a pas évolué depuis 40 ans, voire 50 ans. On est à peu près toujours il n'y a pas eu de rupture conceptuelle. Voilà. Évidemment, il n'y a pas eu de rupture technologique. Il n'y a pas de rupture conceptuelle. Les constructeurs travaillent quand même sur le sujet. Vous regardez, Mercedes a proposé son Van Vision. Certes, c'est une vision à 2030. Mais il y a toujours des grandes tendances à prendre. Voilà. C'est clair, il y a des grandes tendances comme tout. La difficulté, c'est la taille du marché. Ils adressent le gros du marché. Oui, enfin, on a l'impression que ça reprend. Les chiffres que je citais tout à l'heure, les utilitaires, plus 32,5% en Europe, 36 mois de croissance continue sur l'Europe. La France, qui était leader, détrônée par l'Allemagne, il se passe des choses, bien sûr. Il se passe des choses. Il y a un phénomène de rattrapage ces dernières années. Et puis on a pris la crise de plein fouet, mais ça vous avez dû le voir en plus au niveau des durées de location. Mais d'un autre côté, ils sont peut-être coincés par des contrats sur 3-4 ans ou des choses comme ça. Mais on voit que dans le poids lourd, en tout cas, il y en a qui soit ont anticipé les renouvellements en se disant je vais payer 1,6 € plus cher qu'1,5 €, donc on commandait avant l'obligation des 1,6 €, soit effectivement on dit mon camion, je vais le tirer un petit peu plus loin. Habituellement, je fais 1 million de kilomètres au total. Là, je vais essayer de faire 1,2 million. Et puis, alors, est-ce que vous le ressentez à travers vos clients ? La tendance qu'on constate, notamment depuis le début de l'année 2016, c'est que les clients avaient un peu patienté ces dernières années pour renouveler leur parc auto. Et on est, depuis le début de l'année, dans une phase où il y a un taux de renouvellement. La confiance est revenue. Probablement. Un taux de renouvellement qui s'accélère. Après, il y a également 2 facteurs qui poussent les entreprises à accélérer
ces renouvellements, c'est le dynamisme commercial des constructeurs, qu'on pourrait parfois appeler agressivité sur un plan tarif et remise. Et puis il y a l'innovation aussi des constructeurs qui poussent les clients à s'interroger. Les véhicules utilitaires sont maintenant de mieux en mieux équipés, sont de plus en plus confortables à conduire, et ça pousse aussi les... Ça pose un problème d'ailleurs. Sur le permis à 3,5 tonnes, c'est un vrai sujet. Pour nous, en tout cas, carrossier. Je vous redonne la parole après, mais entre-temps, j'ai perdu mon idée. Donc je vous redonne la parole tout de suite. Non, il n'y a aucun souci. Non, je voulais juste évoquer ce permis à 3,5 tonnes. Effectivement, les véhicules de base prennent de l'embonpoint avec toutes ces normes environnementales. Ces conforts qui poussent, les airbags, etc. Et puis la barrière du 3,5 tonnes évolue pas. Donc ça devient de plus en plus compliqué d'aménager pour un professionnel le véhicule. On essaye de compenser les poids. Il existe des choses. On travaille sur l'allègement de nos carrosseries, mais ça devient des solutions très onéreuses qui ne se vendent pas. Donc je pense qu'on pourrait faire quelque chose pour tendre vers un permis à 4 tonnes. Et je pense que c'est une urgence, effectivement, parce que depuis des années, les véhicules utilitaires, à l'image des véhicules particuliers, freinent infiniment mieux qu'il y a 20 ans, tiennent bien mieux la route. Vraiment, il n'y a plus rien à voir entre un utilitaire léger, notamment aujourd'hui, et un utilitaire léger d'il y a 30 ans. Or, on est toujours bloqué. Il y a ce plafond de verre du 3,5 tonnes. A priori, ça cause au niveau européen, mais rien ne bouge. C'est un standard européen, le standard 3,5 tonnes. Les Allemands étaient à 5 tonnes. Alors, je reviens vers ce que vous disiez tout à l'heure. On avait parlé de total cost of ownership, et une partie du renouvellement peut aussi, en tout cas vis-à-vis de vos clients, venir du fait qu'un véhicule diesel Euro 6 actuel, en productivité, c'est quand même quelque chose qui, s'il est bien utilisé avec l'éco-conduite et tout ça, coûte moins cher, est immobilisé moins souvent parce que on vous dit, vous prenez les clés, quand vous remettez les clés d'un de vos utilitaires diesel, vous dites, le concessionnaire vous revoit dans 1 an ou 30 000 km. Donc il y a ça aussi. Et une panne, vous tirez, c'était ça tout le problème, vous tirez sur un véhicule, vous comptiez le garder 4 ans, vous tirez 1 an de plus. Pendant cette année, la boîte de vitesse tombe en morceaux, vous avez perdu tout ce que vous vouliez dessus. Tout à fait. C'est pour ça qu'on se rend compte aujourd'hui que le contrat moyen sur les parcs d'utilitaires que nous avons en portefeuille, c'est 48 mois. C'est le bon schéma qui permet d'obtenir le loyer le plus économique et d'optimiser au maximum une utilisation la moins risquée possible sur un plan technique. Là on est d'accord, on parle exclusivement de LLD. On parle de location longue durée et de gestion de parcs lorsqu'on n'assure pas le financement, de fleet management. D'accord, donc vous êtes capable d'assurer la gestion du parc d'un de vos clients. Bien sûr. D'accord, mais sur des véhicules que vous lui avez fournis. Sur des véhicules qu'on a achetés pour son compte. D'accord. Bien sûr. Que vous avez financé pour lui. C'est le cas notamment du parc véhicules utilitaires de la Poste. D'accord. Nous gérons le parc sur le plan entretien, sur le plan pneumatique, mise à disposition de véhicules de remplacement. Par contre, c'est la Poste qui reste propriétaire de son parc. Et alors là-dessus, vous avez développé des solutions d'entretien prédictif ou pas sur ce type de flotte ? On a notre rôle, surtout en la matière, c'est de faire en sorte que l'entretien soit le plus rationnel possible. C'est-à-dire que nos clients utilisent nos plateformes qui sont composées d'inspecteurs techniques et de vrais professionnels de la mécanique. Beaucoup sont d'anciens chefs d'atelier dans les réseaux constructeurs. Et notre valeur ajoutée, c'est de vérifier que l'opération d'entretien qui est proposée par le concessionnaire est bien valide, elle a bien du sens, et surtout que la facture colle aux engagements qui ont été pris entre les réseaux et nous-mêmes, c'est-à-dire le taux horaire de main-d'œuvre et le prix des pièces. Oui, de toute façon, j'imagine qu'un client comme La Poste, s'il n'est pas satisfait de vos factures, c'est quelqu'un que vous ne pouvez pas vous permettre de fâcher. Tout à fait, puisque en plus, nous engageons c'est nous qui engageons l'argent de la Poste pour la Poste ou de l'État
via notre contrat avec l'UGAP. Hein. C'est nous qui payons. C'est nous qui payons les factures et qui refacturons à l'euro nos clients dans ces cas-là. Ça c'est important puisque l'UGAP c'est ceux qui achètent les véhicules pour toutes les administrations françaises. Voilà. Une question, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez chiffrer ou donner un ordre d'idée entre le coût d'utilisation d'une camionnette, d'une fourgonnette diesel et d'une fourgonnette électrique? J'imagine que vous avez des retours puisque vous gérez les fourgonnettes de la Poste. Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, je ne parlerai pas du financement parce que ce n'est pas forcément comparable puisque les prix catalogues ne sont pas les mêmes, le niveau de remise électrique est toujours plus cher aujourd'hui. Voilà, le niveau de remise apporté par les constructeurs ne sont pas les mêmes, il y a aussi la fiscalité qui vient en faveur du véhicule électrique. Oui. Par contre, très clairement, l'expérience maintenant que nous avons sur ces parcs de 3, 4, 5 ans sur le véhicule électrique nous donne pour conclusion un coût d'entretien qui est de 3-4 fois inférieur c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Au coût d'entretien d'un véhicule thermique. Et fiable, et ils sont fiables en plus. Et des véhicules il y a de l'entretien et il n'y a pas de panne. Ils sont très fiables. Oui. Si vous posez la question notamment aux facteurs qui utilisent un véhicule électrique aujourd'hui, ils veulent plus s'en séparer. Ils veulent plus se séparer de leur véhicule électrique. Aucun ne veut revenir sur un véhicule thermique. Hein. Oui. Voilà. Non, mais il y a un taux de satisfaction l'agrément des utilisateurs qui est formidable. En revanche, là, effectivement, le cas est idéal puisqu'on est dans une vraie flotte captive. On a une tournée à faire qui est connue. On a un certain nombre de kilomètres qui est connu. On sait où revient la voiture le soir. Il y a toutes les prises qui les attendent. C'est l'avantage du milieu professionnel. C'est que un chauffeur ne peut pas faire ce qu'il veut. Il a une mission et on la connaît au préalable. On est d'accord. Dans ce cas-là, le véhicule électrique a trouvé sa place. C'est idéal. Il n'a pas toujours contrairement au véhicule particulier alors qu'un artisan plombier ou maçon ou quelque chose comme ça, s'il a une tournée d'un seul coup des matériaux à aller chercher 20 km qui n'étaient pas prévus. Effectivement, là ça trouve peut-être sa limite. Mais on adresse surtout des flottes. Vous le disiez. Je crois que ALD, vous connaissez bien. Hein, bien sûr, on est fournisseur. Il y a des demandes spécifiques en plus pour vos clients qui sont traités par Gruau, me semble-t-il. Ouais, dites-nous un petit peu plus, ne soyez pas timide. non, mais c'est un client. Oui, d'autant plus que d'après ce que vous nous disiez tout à l'heure, le domaine d'action est extrêmement vaste. Les demandes de vos clients. Ça va quoi? Des ambulances jusqu'à des petits camions bennes, des choses comme ça? On est en train de travailler sur le marché du corbillard parce que c'est un véritable marché aussi du véhicule utilitaire et du véhicule transformé, aménagé. Donc on s'intéresse à tous ces marchés de niche, mais qui font aussi la vie de faire sourire. Finissent par faire un grand chenil. Un véhicule électrique corbillard, ça a du sens aussi, même si ça fait sourire, mais oui. Non, on est d'ores et déjà dans le monde du silence, sans mauvais jeu de mots. Et pas de pollution non plus. Oui, absolument. Moi, j'aurais bien aimé qu'on réagisse encore un petit peu. Là, je vais pas tous vous les lire parce que ça va être une vraie punition, mais les textes importants, c'était une petite plaquette éditée par la ville de Paris concernant le transport de marchandises et tout ça. Et on voit donc les textes importants qui régissent le transport de marchandises. Si je les prends dans l'ordre, on a la LOTI, la loi d'orientation sur les transports intérieurs, dont l'article 28 instaure les PDU. Alors les PDU, je vais parler sous votre contrôle parce que moi, ça m'échappe un petit peu. C'est quoi un PDU ? Plan de déplacement urbain. Oui, plan de déplacement urbain, merci beaucoup. 1982, la LOR, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, qui intègre les transports de marchandises dans les plans de déplacements urbains, rendus obligatoires pour les villes de plus de 100 000 habitants, 96. Un décret de 98, du 18 novembre 98, définition de l'arrêt pour livraison, inscription et formation des transporteurs avec véhicules utilitaires légers, moins de 3,5 tonnes, statut de chauffeur-livreur. La loi SRU en 2000, solidarité et renouvellement urbain, renforcement de la prise en compte des marchandises dans les documents d'urbanisme. Ça, on se demande où c'est passé quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, les fameuses 9000 places seulement. La loi de programmation du Grenelle de l'environnement, la dernière en 2009, avec son article 10 qui prône dans le domaine des transports la réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 afin de les ramener au niveau de 1990. Alors ça, là-dessus, moi je suis pas très inquiet puisqu'on a avec Euro 6, on a fait un pas en avant assez spectaculaire puisqu'on a réduit certains polluants de 90% par rapport à Euro 5. David. C'est vrai. Là, vous évoquez pas mal de lois qui sont plutôt restrictives, effectivement. Bon, faut contrebalancer. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, alors donnez-nous une lueur d'espoir. Il y a quand même des incitations. En fait, les pouvoirs publics manient la carotte et le bâton.
Ça, c'est plutôt le bâton. Souvent le bâton que la carotte, me semble-t-il. Bon, il y a quand même la carotte, il y a quand même des incitations fiscales sur les véhicules propres. Ils essayent de développer des transports multimodaux, des plateformes de logistique communes. Bon, il y a des tentatives. Bon, faut s'en féliciter quand même. Oui, des tentatives, on est bien d'accord. Mais j'ai l'impression, et je parle sous votre contrôle, Stéphane Lévesque, j'ai l'impression malgré tout que c'est un peu chacun fait un petit bout de truc dans un coin, et alors qu'on a besoin d'une politique globale, et puis sur plusieurs années, un projet directeur. Déjà en termes de chiffres, les transports en France en 2015, c'était près de un peu moins de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Alors, le principal gaz à effet de serre en question, bon, c'est le CO2, maintenant c'est connu. Et donc là, à l'intérieur de ces 30%, donc si 30%, ça correspond on regarde un peu la ventilation, donc dans ces 30%, il y a 23% qui viennent des poids lourds et 20% des utilitaires légers. Alors ça, c'est les données au niveau macroéconomique. Alors effectivement, après, si on est en circulation interurbaine ou en milieu urbain... Il y a des réalités différentes. Voilà, et puis bon, la congestion n'encourage pas la réduction des émissions polluantes, bien évidemment. Donc ça, c'est ce qui pose tous les problèmes, disons, d'aménagement. Alors effectivement, je pense qu'aussi, derrière tout ça, il y a des problèmes, disons, de mettre un peu les pieds dans le plat, mais de gouvernance politique. Nous sommes parce que là, au-delà, disons, du débat... la ville de Paris, fermeture de voies sur berge, etc., ça met quand même en évidence que l'échelle de la ville de Paris, alors je suis parisien, j'habite Paris très bien, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure échelle pour la gouvernance, disons, de la mobilité et des leviers. Et il suffit de regarder, soit Berlin, Bordeaux, soit Lyon, Strasbourg, non, mais même des exemples à l'étranger, c'est-à-dire Berlin, le Grand Londres ou même Tokyo. On n'a pas, là aussi, on paye le prix du millefeuille administratif des différentes strates. Et si on veut gérer apporter des réponses, non pas politiques, mais des réponses réelles, alors que justement l'économie, les acteurs économiques, les constructeurs, les carrosseriers, tous les acteurs ont des propositions sur la table aujourd'hui, et donc c'est pas en ayant des réponses, disons, systématiques et doctrinaires, et donc effectivement pour mettre ça en place, c'est pas à l'échelle, disons, de la ville de Paris, ça doit être traité sur une échelle plus large, au moins de la métropole, voire de la région d'Île-de-France. Et là, peu importe les couleurs politiques, hein, mais c'est une approche. Et là, c'est ce qui se pratique à Londres, à Berlin, à Tokyo, dans des grandes métropoles internationales. Ne s'arrête pas juste David, ça sera le mot de la fin, on est dans la dernière minute. Donc allez-y, je vous écoute. Je partage, c'est-à-dire que ces problématiques de livraison de dernier kilomètre, et ces problématiques urbaines, elles ne s'arrêtent pas juste à la frontière de Paris, elles s'exercent. Non, c'est sûr, on parle de Paris parce que c'est un cas tout à fait emblématique. Oui, mais je rejoins sur le fait que ça doit être un problème global et que tous les politiques doivent s'en emparer, quoi. Et être ensemble, en fait. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il nous manque un fil directeur. On a des gens qui font des choses. C'est ce que je disais, une politique régionale, une politique nationale, une politique municipale qui se marchent sur les pieds les unes des autres. On l'a vu avec ce qu'a fait Madame Hidalgo, qui allait à l'encontre de ce qu'a fait Madame Royal, où on avait des dates d'application sur la loi sur la transformation énergétique qui étaient différentes. Jérôme, 15 secondes. Ce que vous dites, c'est vraiment l'exemple typique du millefeuille français. Donc oui, mais on est réputé dans le monde entier pour notre gastronomie. Donc un millefeuille administratif, on a l'impression d'être à table. On a l'impression d'être à table. Bien écoutez, il me reste à vous remercier tous les quatre pour la qualité de votre intervention. J'espère que ceux qui nous regardaient, qui nous écoutaient, ont pris autant de plaisir à nous regarder que nous à la faire. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de mondiale et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci. Et avec nous pour les 5 dernières minutes de cette émission, les entreprises de la filière, la plateforme filière automobile. Aujourd'hui, l'exercice est encore plus compliqué. Il y aura 2 minutes 50 pour chacune puisque nous avons Châssis Break d'un côté et AVL de l'autre. Alors, jusqu'à preuve du contraire, et si je ne me trompe pas, j'ai Vanessa Brémond. Vous êtes responsable des ressources humaines de Châssis Break International. Tout à fait. Et je n'ai pas le droit de dire CBI puisque ce n'est pas déposé. Randy Ranérisson, j'espère que je n'ai pas écorché votre nom. Vous avez un profil d'ingénieur ESIEE, je ne sais pas ce que c'est, mais vous nous le direz tout à l'heure. Et vous avez fait votre alternance donc chez Châssis Break et vous êtes embauché en CDD comme ingénieur R&D. Alors à ma droite,
Bernard Antoine. C'est ça. Mais je ne me suis pas trompé, tout va bien. Apprenti ingénieur saisi en alternance chez AVL France SAS après un bac S et un DUT. Vous poursuivez votre cursus en 2017 et vous vous occupez de la qualité sur le site de Paris. Enfin, Thierry Trévalinet, vous êtes directeur général SBU, instrumentation, test et système. Je vais y arriver, test système, pardon. C'est exact. Test système. Alors aujourd'hui, nous poursuivons notre rencontre des grands acteurs de la filière automobile en France, en particulier ceux qui sont parfois parmi les équipementiers, souvent leaders mondiaux, reconnus dans leur domaine au plan mondial. Ça va de soi pour des leaders mondiaux. Il y en a d'autres qui sont moins connus du grand public et des jeunes. Pourtant, la filière en France, ce sont 4000 entreprises qui investissent le terrain de l'innovation et offrent chaque année jusqu'à 20 000 recrutements. Nous recevons donc aujourd'hui Châssis Break International et AVL, deux acteurs majeurs en ce domaine. Je commence nos échanges avec Vanessa par un petit coup d'œil sur l'offre de Châssis Break International. Quelles opportunités aujourd'hui chez vous pour un jeune ? Donc Châssis Break International, nous sommes un acteur du monde du système de freinage dans l'automobile. Nous fabriquons et développons des systèmes de frein, ce qui veut dire qu'on offre... N'hésitez pas à remonter votre micro. Pour les jeunes, nous offrons des opportunités à la fois en stage, en alternance, qui est concrétisé par le label que nous avons signé, également des emplois et des VIE en Europe et en Asie. D'accord. Randy, parlez-nous de votre motivation à rejoindre une entreprise comme CBI. Je l'ai dit, mais on me pardonnera. Châssis Break International, votre parcours par exemple. Effectivement, mon parcours, je viens donc de l'école d'ingénieur Hésier Paris, où j'ai suivi une formation dans la filière système embarqué et objets intelligents. Et c'est à l'issue d'un stage en fait, à l'étranger en Afrique du Sud que j'ai eu un engouement notamment par le secteur automobile, où j'ai compris que les innovations qui sont développées ont des résultats qui sont rapidement visibles. Et c'est alors que j'ai intégré en fait, un cursus de mon cycle d'ingénieur en 3 ans, où Châssis Break International m'a accompagné à améliorer mes compétences et surtout à valoriser en fait, ces compétences acquises dans cette industrie. Donc quelque part, l'envie de laisser une trace dans les automobiles qui vont venir ces prochaines années. Alors nous avons également avec nous sur ce plateau Thierry, directeur général d'AVL. Quelles opportunités aujourd'hui pour un jeune chez AVL ? Écoutez, nous vivons aujourd'hui une rupture technologique dans le monde automobile et nous sommes à la recherche de jeunes talents et de jeunes compétences, en particulier dans le domaine de la chaîne de traction électrique en combinaison avec la voiture connectée. Donc on est dans le cœur du métier d'AVL et évidemment tous les jeunes talents, en particulier en France, reconnus pour leur formation, sont absolument nécessaires pour notre croissance. Voilà. D'accord. Antoine, c'est à vous. Donc parlez-nous de votre motivation pour rejoindre une entreprise comme AVL. Comme vous l'avez dit, c'est surtout le fait que AVL soit une entreprise mondialement connue et elle est une place de leader en fait, sur le marché. Et c'est aussi le fait qu'elle possède des filiales un peu partout dans le monde. À l'étranger. C'est ça. L'envie de voyager. C'est ça. Pour l'exemple, je suis revenu hier d'Autriche pour une mission au siège de l'entreprise. Et donc je trouve que c'est une expérience très formatrice. D'accord. On revient un petit peu sur votre expérience. Vous pouvez développer un petit peu sur comment vous envisagez votre avenir dans 5 ans ? Pour ma part, en termes d'expérience, ce qui m'a le plus plu à Châssis Break International, c'est cette dimension humaine que j'ai eue, que mes collègues m'ont transmis, et notamment mon tuteur, durant d'une part mon apprentissage. Et cette immersion dans l'entreprise m'a surtout montré qu'il fallait être réactif tout en ayant une maîtrise de la qualité de son travail. Et actuellement, Châssis Break International a ce potentiel de développer des technologies qui sont l'avenir de demain dans l'automobile. D'accord. Et vous, à 5 ans, vous voyez ça comment ? J'aurais donc fini mon école et donc je me verrais bien dans un profil d'ingénieur junior, que ce soit chez AVL ou dans d'autres entreprises dans l'automobile ou bien dans d'autres industries, comme me le permet l'école du CESI en fait, qui offre un panel assez vaste de différents secteurs. Vanessa, vous voulez revenir un petit peu sur cette... J'allais dire ce vivier, parce qu'on entend souvent dire dans l'automobile c'est compliqué, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, et finalement on s'aperçoit qu'avec tous ceux qui sont passés sur ce plateau ces derniers jours, moi je suis étonné mais favorablement impressionné par la qualité des tutorats, par la qualité de l'apprentissage, par ce qui se réalise dans chacune des entreprises comme les vôtres qui sont là.
Oui, tout à fait. Pour nous, développer notre politique jeune, c'est important. On va intégrer des profils qui ont des cursus de techniciens, de licence, de master et de cursus ingénieur, notamment puisque sur le site de Paris, on a le principal centre R&D de Châssis Break International. Aujourd'hui, l'alternance en France, c'est à peu près 10% de notre effectif et on transforme chaque année un quart de nos alternants en dernière année. Donc pour nous, c'est un vrai vivier de futurs talents. D'accord. Thierry, les chiffres qui viennent d'être évoqués par Vanessa, j'imagine que c'est un peu les mêmes chez vous? C'est exactement la même chose. On est dans le domaine de l'innovation, donc on a besoin de ces, comme je le disais tout à l'heure, de ces jeunes compétences, ces jeunes talents. Aujourd'hui, l'industrie automobile vit une vraie rupture technologique. Les ingénieurs de l'automobile sont différents aujourd'hui, sont plus spécialisés dans l'électronique, dans le logiciel et également dans l'énergie, la chimie à bord du véhicule. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche en premier lieu sur notre marché. Voilà. Ok, on a bien compris. Eh bien, avec Châssis Break International et AVL, la dynamique de la filière se confirme, stimulée par l'innovation qui se fait dans une relation entre constructeurs, équipementiers et PME, toujours plus interdépendants dans les programmes de développement. Pour accéder aux offres de ces entreprises moins connues, je vous conseille, n'hésitez pas à consulter l'excellent site planèteautomobile.com. Je vous en parle tous les soirs, mais c'est vraiment une mine qui permet de ne pas rester sur votre faim, parce que c'est 5 minutes, c'est bien, mais c'est assez court. Merci à tous, bonne soirée, bonne continuation mondiale. Merci. 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 Merci à vous.